Bonjour Sophie Rabi Bouquet. Bonjour. Ça fait maintenant presque 20 ans que la ferme des enfants a débuté. Mm. Quelle aventure très prenante, mais certainement très nourrissante. Pourrais-tu brosser un tableau de cette histoire d'amour intergénérationnel? Alors, un tableau, j'ai de la difficulté en fait à savoir à quel moment ça commence, mais euh, le tableau, avant tout, il est familial, puisque ce sont mes parents qui ont commencé à se lancer dans une aventure atypique en faisant un retour à la terre en Ardèche. Et puis moi, j'ai baigné dans cette atmosphère et très questionnée par euh, l'écologie, l'humanité, la violence, eh bien j'ai choisi de m'occuper des enfants parce qu'il m'a semblé que c'était vraiment à la base des réponses à donner à ces questions. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à avoir envie de contribuer à nourrir un nouveau modèle aussi de société parce que ces enfants qui grandissent, eh bien je me suis demandé qu'est-ce qui les attendait et qu'est-ce qu'on pouvait leur raconter sur leur avenir si la seule chose était de dire ben voilà, nous sommes dans un système qui touche à sa fin, qui montre ses limites de manière même assez inquiétante. Moi j'avais besoin qu'il y ait en face aussi des réponses. Donc qu'on puisse dire, mais il y a un laboratoire qui s'ouvre, qui est ouvert un peu partout dans le monde et qui permet d'envisager peut-être la vie autrement. Et du coup, d'abord ça a été la démarche de créer une école en 99, puis un éco-village intergénérationnel à partir de 2003. C'est une aventure qui a commencé à partir de 2003 puis qui s'est prolongée sous la forme d'un grand chantier intergénérationnel et participatif jusqu'en 2011 avant que et l'école et les habitants s'installent sur le même lieu. Donc qui aujourd'hui, c'est une vingtaine d'habitations de différentes tailles, avec des personnes retraitées et des familles qui y vivent. C'est une école qui accueille 85 membres. C'est une ferme aussi en activité avec de la permaculture et un élevage de chèvres avec une production de fromage, une boulangerie, un fournil au feu de bois avec une production bio qui est vendue sur place et sur les marchés locaux. Et aussi un centre de formation maintenant pour adultes dans différents domaines de l'écologie et de la pédagogie. Voilà, c'est tout ça le hameau des Buis. Oh, wow. Je suis vraiment... quel travail accompli, quoi. Je suis admiratif. Oui, nous sommes à Aix-les-Bains dans le cadre du forum Voix de femmes organisé par À ciel ouvert. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette thématique Voix de femmes? Euh, la voix de femme, pour moi, c'est plusieurs choses. D'abord, je pense que ce qui vient en premier chez moi, c'est euh, ma difficulté à créer, même d'une manière dans l'intention, un clivage entre les femmes et les hommes, parce que, enfin, là, peut-être je fais plus référence au féminisme. Donc pour moi, c'est important de ne pas cliver. Donc, et en même temps, j'entends que par moments, bah, se rappelle que il y a des femmes qui n'ont pas forcément eu le même, les mêmes occasions de se faire entendre ou de faire valoir les valeurs féminines qu'elles portent. Bah, c'est vrai que ça a besoin de s'exprimer, d'être entendu et reconnu. Et en même temps, bah, j'apprécie que dans le programme de Voix de Femmes, il y ait à la fois des femmes et des hommes. Pour moi, c'était important. Parce que je ne crois pas que la féminité revienne seulement aux femmes, d'une part. Et d'autre part, pour moi, c'est vraiment important de sortir de cette dualité homme-femme pour qu'on retrouve une unité en tant qu'humains tous ensemble et qu'on puisse continuer à œuvrer. Alors moi, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, je fais l'expérience aussi d'œuvrer avec mon mari Laurent, et dans une complémentarité homme-femme et dans une complémentarité des personnes que nous sommes.
Et donc, cette complémentarité pour moi est extrêmement précieuse. Voilà, donc, voix de femme, en même temps j'entends, voilà, il y a quelque chose qui s'élève, qui pour moi est doux, parce que quand j'entends voix de femme, c'est doux pour moi, il y a quelque chose de rassurant, auquel je peux me relier facilement. Euh, Parce que pour moi, le féminin est porteur de valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Et en même temps, j'ai envie que ça intègre complètement les hommes, et aussi le masculin, qui est important. Mhm. Oui, et c'est vrai que dans ton père, lui, il a vraiment intégré ça, le féminin, les valeurs du féminin. Mais bon, c'est aussi quelque chose, on va dire qu'un homme, il va aussi, s'il n'est pas capable de, quelque part, d'ouvrir son cœur, de développer son féminin, je veux dire, il sera bancal. Je veux dire, on a à faire un travail d'équilibre entre sa femme intérieure, son homme intérieur, vraiment de trouver quelque chose de... Parce que moi je trouve que c'est beau quand un homme il peut justement enlever sa carapace au niveau du cœur et laisser pénétrer l'amour. Complètement. Maintenant, est-ce que l'amour n'est pas non plus le monopole des femmes et du féminin? Pour moi, il y a de l'amour partout finalement. Mais simplement, peut-être qu'on a plus associé des questions de violence, d'agressivité, de pouvoir et de domination au masculin, et pour cause, parce qu'il y a quand même 8 ou 9 000 ans de patriarcat qui sont là. Mais en même temps, le féminin sacré ou le masculin sacré, quelque part, bien, sont des valeurs complètement indispensables et complémentaires. Et je ne crois pas que l'une doit supplanter l'autre, quoi. Justement, ce qui est étonnant, c'est qu'actuellement, il y a la voix des femmes qui se libère et dans les médias. Donc chaque jour, on va dire, apporte son lot de révélations sur les femmes qui ont été violentées, qui ont subi des abus de la part d'hommes de pouvoir. Euh, pour moi, enfin, je veux dire, de mon point de vue, la violence, elle n'est pas nouvelle. Elle s'est perpétrée au cours des siècles. Mais aujourd'hui, voilà, les femmes ont l'air de prendre plus leur place et dire voilà, on veut aussi, on veut être respecté, on veut être à part égale quelque part. Bien sûr, c'est vrai qu'on ne doit pas oublier qu'il y a encore plein de pays où ça n'est absolument pas le cas. Euh, L'Arabie Saoudite, cette année, a annoncé une petite victoire pour les femmes qui vont pouvoir passer leur permis de conduire. Et puis partout dans le monde, c'est vrai qu'il y a encore énormément de problèmes de domination et de violence à l'égard des femmes, et puis à l'égard des enfants, et puis à l'égard de l'humain, enfin, en général, parce que je crois qu'une société qui maltraite les femmes, elle se maltraite tout entière. Donc comment les hommes pourraient en tirer bénéfice, quoi. J'y crois pas à ça. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un problème global qui concerne chacun. Et pour moi, c'est le problème global de la violence. Oui, Ouais. oui, c'est justement sous couvert de mots doux, la violence peut être subtile, insidieuse. Euh, Peut-être que tu peux voir ça dans ton rôle de mère ou d'enseignante. Je veux dire, dans le microcosme dans lequel tu vis, c'est pas tout rose, je suppose. Par moment, il faut peut-être réguler les situations. Ah bien sûr. Alors moi, ma thématique, c'est vraiment d'exploration, c'est la violence éducative ordinaire. Donc là, il y a vraiment de la violence extrêmement subtile dans le langage qu'utilisent les parents et les éducateurs pour s'adresser à l'enfant, dans la posture de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, qui est très souvent une posture de domination encore. Donc cette violence éducative ordinaire, elle est très ténue. Pour la voir, il faut vraiment beaucoup s'intéresser à elle et essayer de la déceler dans ses moindres recoins. Et ça, c'est ce qui me passionne de faire depuis des années. Et dans ma pratique, évidemment, nous avons affaire à des conflits. Alors, on n'est pas dans le monde de oui-oui, c'est pas parce que c'est la ferme des enfants ou le hameau des Buis,
Il y a des conflits, il y a des personnes qui ne s'entendent pas, il y a des difficultés à se comprendre, il y a des enjeux relationnels qui sont forts. D'autant plus fort que c'est une grosse communauté quand même de personnes qui vivent sur le lieu. Et une des ressources que nous avons, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg, que l'on peut pratiquer à la fois dans la communication verbale les uns avec les autres, mais aussi en médiation CNV. Donc c'est un peu ma spécialité à l'école, je fais beaucoup de médiation CNV, donc pour réguler notamment les conflits entre enfants et adolescents. Voilà. Donc c'est passionnant, c'est vraiment passionnant parce que ça permet vraiment à chacun de revenir vers lui, de revenir dans sa vérité, dans ce qui est juste pour lui et de pouvoir le faire valoir mais sans préjudice pour l'autre. C'est ça, oui. Ouais. Il y a aussi la violence qui nous est imposée par la société. Et je suppose que vous êtes au courant par rapport aux 11 vaccins que le gouvernement veut rendre obligatoires. Moi, je trouve ça mais d'une violence inouïe vis-à-vis d'enfants de 2 ans. Je sais pas, je suppose que vous avez dû en parler au sein de l'école. Alors moi je suis directrice d'école, donc je suis officiellement responsable de la santé publique de l'école. Euh, du coup, j'ai des directives ministérielles qui nous demandent de vérifier, en tout cas demander au moins aux parents les documents attestant que les enfants sont bien vaccinés. Donc cette demande, nous la faisons et elle fait partie du dossier d'inscription. Mais nous ne refusons pas un enfant dont le dossier est incomplet. Euh, Moi, j'ai mes convictions personnelles par rapport à ça. Effectivement, je trouve que c'est même presque surréaliste. Pour moi, c'est vraiment un retour en arrière par rapport à d'autres pays, en Scandinavie ou ailleurs, où vraiment la question de la vaccination, elle s'est ouverte à beaucoup plus de liberté. Donc je comprends pas bien ce retour en arrière, d'autant plus qu'il y a des personnes fort médiatisées comme le professeur Joyeux, par exemple, et d'autres qui ont tiré la sonnette d'alarme sur des pratiques que l'on ne maîtrise pas et dont on ne connaît pas exactement encore les effets secondaires. On sait certaines choses et déjà on en sait suffisamment pour se demander s'il faut vraiment vacciner l'enfant ou pas. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas non plus. Donc je ne comprends pas. Pour moi, euh, je ne pourrais pas prendre la décision de vacciner un enfant avant de savoir que ce qu'on inocule dans son corps est complètement bon pour sa santé et inoffensif. Quoi. Je ne vois pas comment on peut faire. C'est un geste. Enfin, si on fait ce geste avec le doute, je trouve que c'est d'une barbarie ignoble. Quoi. Ouais. Comment on peut faire ça avec le doute que peut-être on est en train d'inoculer dans le corps de l'enfant quelque chose qui va lui nuire. Oui, et, ben, notamment l'aluminium, puisque même le prix Nobel, Jean-Luc Montagnier, voilà, a mis son grain de sel, quoi. Et plusieurs d'ailleurs, il y a plusieurs personnalités du monde médical qui sont en train comme une levée de bouclier, quoi. Oui, puis c'est difficile de se sentir en confiance tant qu'il y a des enjeux financiers pareils. Comment est-ce on peut démêler les intérêts financiers des intérêts humanistes Ouais. Moi, je ne sais pas faire. Qui peut dire aujourd'hui, c'est très très clair cette question-là. Ça le serait peut-être dans d'autres conditions, mais à ce moment-là, il faudrait vraiment que la question de la santé publique, elle n'appartienne pas au monde d'économie privée. Voilà, ouais. Mais tant que c'est du business, comment est-ce qu'on peut savoir discriminer euh, et faire confiance à l'authenticité des personnes qui, par ailleurs, vont gagner énormément de dividendes sur ces opérations. Quoi. Ouais, d'autant plus que c'est imposé un peu partout dans l'Europe.
J'ai vu des images de manifestations de gens qui manifestaient contre les vaccins en Roumanie, je crois en Norvège, en Italie. Voilà, donc en fait, ils essayent d'imposer ça à l'Europe entière. C'est curieux. Bizarre, oui. Et puis les films comme le film produit par Robert De Niro, Vaxed, Ah oui. il est presque pas sorti en Europe. Il a énormément de mal à être Hmm. projeté. Alors que c'est un film très documenté Ah. qui démontre que l'innocuité des vaccins n'est pas un fait, quoi. Donc, Mhm. Ok, donc mangeons sainement et tout notre système immunitaire, renforçons-le. c'est ça, puis laissons Voilà, traîner les enfants un peu dehors, à la ferme, avec les animaux, les tout à fait. plantes, etc. Parce que le système immunitaire se construit aussi sur les bases de tout ce qu'il rencontre dans son environnement. Oui, oui, on n'est pas né, je veux dire, le créateur, il nous a pas fait avec des seringues et tout ça, quoi. Il ne nous a pas mis sous une cloche aseptisée non plus. Il semblerait que... Bon, alors, on va passer sans transition. Tu as un compagnon, Laurent, que tu as évoqué, enfin Marie. Euh, il a dû être très important à tes côtés. Absolument. Et Et, est-ce que tu pourrais en parler un peu? De bah, mettre l'homme à l'honneur. pour moi, la rencontre avec Laurent, c'est vraiment... ça fait vraiment partie des grands miracles de la vie, des grands bonheurs comme avoir des enfants. Enfin, c'est vraiment une rencontre où on s'est trouvé dans une complémentarité, dans une acceptation aussi l'un de l'autre avec tout ce qu'on nous sommes, donc aussi nos imperfections, nos difficultés, nos souffrances et nos blessures. Et donc on est des compagnons de route avec ça. Euh, et en même temps, nous sommes aussi une force de travail assez impressionnante tous les deux, ensemble, parce que il y a comme une multiplication de nos compétences quand on travaille ensemble en fait. Donc, moi je crois beaucoup à cette énergie, à l'énergie du couple dans les projets. Je crois beaucoup à cette force parce que je la vis en fait au quotidien et je l'ai vécu toutes ces années. Euh, et oui, aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer comment ça aurait pu être autrement en fait. Que c'est vraiment. Le hameau début, c'est vraiment un projet qui a été porté à deux. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est né. Vous avez quelque part créé une sorte d'enfant supplémentaire, quoi. C'est ça. Alors, avec les difficultés que ça peut poser en termes de projection, parce que c'est très facile oui, de nous considérer comme les parents du projet, et puis nous-mêmes, hein, de rentrer dans cette aspiration à être des parents pour ce Ouais. projet. Mais euh, On va dire que c'est passé à travers vous. c'est ça, ça s'est concrétisé et matérialisé, c'est-à-dire que de l'idée à la matière, nous avons été les artisans de cette réalisation dans la matière, de cette descente dans la matière. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas toutes les compétences, loin de là, mais on est allé les chercher, ces compétences-là. Soit pour les rajouter dans notre propre musette, donc nous former, soit aller chercher des compétences manquantes auprès de toutes les personnes généreuses qui sont à disposition pour donner de leur temps, de leur savoir. Et c'est cette démarche-là, la démarche du porteur de projet. C'est vraiment la personne qui va synthétiser toutes les conditions qui sont nécessaires à la concrétisation d'une idée. Euh, non pas en étant des super héros ou en sachant tout faire, mais en allant chercher la compétence là où elle est. Et ça, c'est vrai qu'avec Laurent, on a été très raccord là-dessus. On a la même manière de voir les choses, la même manière de travailler, mais dans la complémentarité, parce qu'il a des compétences que je n'ai pas, et j'ai des compétences qu'il n'a pas. Et voilà, donc il y a une espèce de, comme ça, de fonctionnement qui est assez fluide
entre nous et qui nous permet de soulever des montagnes. Après, ça a des inconvénients aussi, du style qu'on ne sait pas s'arrêter. Donc, sur l'oreiller, à 10h30 du soir, on est encore en train d'évoquer le projet, des formes juridiques, des idées pour s'en sortir D'accord. financièrement, etc. Donc, c'est difficile de faire des coupures quand D'accord. on est un couple porteur de projet, mais ça quand même, moi je trouve que c'est une grande force, globalement. Et c'est une belle aventure. Eh bien, je te remercie. Merci pour ces moments partagés. Mais merci à toi.